Bonsoir, ça y est, je crois que la séance est ouverte. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Bonsoir à tous. Nous allons donc passer 1 heure en compagnie d'Anthony Touboul, auteur avec Françoise Quick-Marinier du livre Le guide terre vivante des huiles essentielles, que je vous montre ici, ce livre-là. Voilà, comme ça. Et également auteur de ce deuxième livre qui s'appelle Tout soigner, Tout soigner avec ses huiles essentielles. Françoise Quick-Marinier aurait dû être avec nous ce soir. Elle a eu un petit souci de santé et elle est en convalescence et malheureusement sa convalescence est un tout petit peu plus longue que prévu. Donc elle nous prie d'excuser et donc on va faire avec Anthony. Bonjour Anthony, donc merci d'animer ce Bonjour live avec Brigitte, nous. Alors pour merci à commencer, vous. je vous présente en quelques mots. Vous êtes docteur en pharmacie, titulaire d'un diplôme universitaire d'aromathérapie. Après avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes aujourd'hui pharmacien d'officine à Paris, enseignant et formateur en aromathérapie. Vous êtes donc au Tout à contact fait, direct de la clientèle et de ses questions. tout Vous à avez fait. écrit ce livre, donc Le guide terre vivante des huiles essentielles et le second, avec Françoise Quick-Marinier, qui est elle aussi docteur en pharmacie, spécialiste de l'aromathérapie, enseignante à l'université, formatrice, membre du comité scientifique de la Fondation Gattefossé et expert en aromathérapie auprès de différents magazines de la presse scientifique, mais aussi grand public. Alors, Tout à ces fait. présentations étant faites, le sujet de notre rendez-vous de ce soir, ce sont donc les huiles essentielles de l'hiver. Quelles sont les huiles essentielles à privilégier, pour quelles pathologies et comment bien les Oui, utiliser. Donc nous invitons tous les internautes évidemment à poser leurs questions. Et en attendant que les premières questions arrivent, moi j'en ai une un peu générale à vous poser. oui. On observe depuis quelques années un engouement croissant pour les huiles essentielles. Et je me demande à quoi est-ce que c'est dû. Est-ce que c'est parce qu'on les connaît mieux? Est-ce que c'est parce que l'on connaît mieux leur mode d'action ou les précautions à prendre en les utilisant? Est-ce qu'il y a une explication à cet engouement croissant? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander si les huiles essentielles sont un phénomène de mode ou pas. Et en réalité, si on remonte un petit peu l'histoire du médicament et donc des plantes qui nous ont toujours accompagnés pour mieux vivre, on remonte un petit peu jusqu'à l'époque biblique, hein, où les premières traces écrites des plantes pour soigner sont datées à moins 1550. Les Égyptiens avaient mis en avant leurs propriétés antiseptiques, par exemple, pour réaliser la momification. À la même époque, le peuple hébreu, lui, consacre ces mêmes essences aux offrandes sacrées, révélant ainsi toute l'importance, depuis l'époque déjà, des plantes aromatiques qui nous ont toujours accompagnés pour mieux vivre. Et c'est sans doute pour ça qu'elles ont si bien traversé les temps jusqu'à aujourd'hui, où finalement on s'en sert encore pour méditer, pour se relaxer. C'est le domaine de l'olfactothérapie, par exemple, mais aussi pour se soigner, donc domaine auquel nous sommes confrontés, Françoise et moi, et tous mes confrères que je salue, pour soigner, aider, favoriser une meilleure qualité de vie des patients qui aujourd'hui recherchent des traitements naturels, simples, efficaces, avec un coût raisonnable et dont les effets secondaires peuvent être limités, voire évités. Et comme aujourd'hui, on commence à avoir un petit siècle d'études scientifiques, de travaux, de publications sur le bon usage des huiles essentielles, eh bien, on les utilise de plus en plus à bon escient, avec des connaissances chaque jour approfondies par des équipes de recherche dans le monde entier. Mais alors, au fond, c'est quoi une huile essentielle? Parce que vous dites que ça existait il y a déjà 1500 ans plutôt avant Jésus-Christ. C'est quoi le principe d'extraction d'une huile essentielle? Alors, à cette époque-là, on ne savait pas encore réaliser la distillation. Donc, la distillation, elle se réalise sur le principe de l'alambic. Je peux vous montrer un extrait, si vous voulez, qui va vous expliquer cela rapidement. Donc, voilà. Hop. Donc, le principe de l'alambic, je pense que tout le monde le voit sur cet écran. Hop là. Voilà, eh bien, le principe donc, de la distillation, c'est le même que celui qui permet d'obtenir donc, des liqueurs. Ici, on a une source de chaleur en bas à gauche, je pense que tout le monde la voit, qui va transformer l'eau de l'état liquide à l'état de vapeur. Cette vapeur d'eau va passer ici dans ce tuyau et arrive dans cette deuxième cuve dans laquelle on a placé la plante aromatique à distiller.
Cette plante ici donc, va libérer ces molécules aromatiques qui vont être ici avec la vapeur d'eau, et ce mélange est aspiré dans une troisième cuve dans laquelle on fait circuler de l'eau froide en permanence. Ce mélange à l'état de vapeur se recondense, passe dans ce serpentin et arrive dans un autre récipient qu'on appelle un essencier, à la surface duquel flotte l'huile essentielle, généralement plus légère que l'eau. Ce que l'on obtient en dessous, c'est l'hydrolat, qu'on peut appeler aussi eau florale, lorsque l'on a distillé des fleurs ou des sommités fleuries. L'eau florale est donc très peu chargée en molécules aromatiques. Elle va donc pouvoir être appliquée directement sur la peau ou chez des patients dits à risque, comme par exemple des nourrissons, chez qui on ne pourra pas utiliser aussi facilement des huiles essentielles, elles, très chargées, très dosées, très concentrées en molécules aromatiques. D'accord. Vous dites que la qualité enfin c'est écrit à côté, la qualité de l'huile dépend de la qualité de l'eau vaporisée, de la pression, etc. Ça veut dire il y a différentes qualités donc d'huile et qu'il y a des critères de choix pour une bonne huile? Oui, par exemple, alors vous le voyez, j'imagine, ici, tac, vous le voyez ici, eh bien, les huiles essentielles, c'est aussi une histoire de qualité. Vous trouverez sur le marché des huiles essentielles de qualité inégale. Sachez que si vous souhaitez utiliser des huiles essentielles de bonne qualité, eh bien, il faut s'attendre à trouver sur le flacon ou sur l'emballage des critères tels que ceux qui sont exposés sur cette diapo, notamment le nom latin. Je vous ai choisi ici le nom de l'Eucalyptus radiata. C'est donc le nom latin en deux parties qui doit nous permettre d'identifier précisément la plante que l'on a distillée. Il faut savoir qu'il y a à peu près, enfin, qu'il y a plus de 400 espèces d'eucalyptus qui sont différentes, dont une vingtaine qui sont distillées et donc qui donnent des huiles essentielles qui sont différentes. On aura donc des huiles essentielles adressées aux pathologies hivernales, mais d'autres sont complètement différentes et traiteront par exemple des piqûres de moustiques ou agiront en prévention des piqûres de moustiques. Donc le nom latin de l'espèce botanique concernée, distillée, nous permet de différencier ces différentes espèces végétales et de savoir précisément ce que l'on a placé dans l'alambic. L'origine géographique nous permettra également de savoir exactement à quelle huile essentielle on a affaire. Un romarin qui pousse au Maroc et un romarin qui pousse en Provence ne donneront pas des huiles essentielles identiques. Leur composition variera. On parlera d'huile essentielle chémotypée dont la composition varie justement à cause de cette origine géographique. C'est un peu comme le vin Bordeaux et un Côte-du-Rhône ne donneront pas des vins identiques. La qualité de production que l'on donc ça, c'est très important. Que l'on distille une plante sèche, une plante fraîche, eh bien, ça a toute son importance. Le matériau, le type de cuve, le temps de distillation, le conditionnement, le stockage, le transport et surtout le savoir-faire du distillateur. À quelle période est-ce que je vais récolter ma plante? Combien de temps je vais la distiller? À quelle température? Sur quel type de plante, préfanée ou pas, par exemple? Eh bien, tout cela fait que la qualité de l'huile essentielle différente va varier. Les autres critères de qualité sont bien sûr le bio. Il faut savoir qu'une huile essentielle bio est généralement beaucoup moins concentrée, voire pas du tout concentrée en molécules telles que des pesticides, des insecticides, des fongicides par exemple. Et comme les huiles essentielles sont des produits que l'on ingère, il faut être prudent avec ces produits-là qui sont lipophiles, donc qui se solubilisent dans les huiles, donc dans les huiles essentielles. Et enfin, des critères HEBBD et HECT sont des critères qui signent la qualité de l'huile essentielle. Vous aurez affaire ainsi à des huiles essentielles dont la composition est vérifiée et contrôlée. Ce qu'il faut par contre éviter, ce sont des huiles essentielles déterpénées, reconstituées, brûlées, mélangées. Toutes ces huiles-là dont la composition n'est pas optimale et qui ne permet pas de travailler avec des huiles essentielles de bonne qualité. Et comment on le sait, ça, si elles sont déterpénées, reconstituées Alors, on le sait de deux façons. La première façon, la plus simple, c'est de trouver sur l'emballage une indication 100% purée naturelle. On est sûr que l'huile n'a pas été mélangée, modifiée, brûlée. Et puis, pour les personnes un petit peu plus expertes, il y a un critère qui ne vous trompera pas, c'est l'odeur d'une huile essentielle. Son odeur
est un critère de qualité aussi qui signe tout le travail de la personne qui a cultivé et distillé ces plantes-là. Une odeur de lavande, par exemple, qui, par une simple et une seule inhalation, vous fait voyager, vous relaxe, vous apaise, signe sans doute une huile essentielle de très bonne qualité, comme par exemple l'huile essentielle AOP de Haute-Provence. Par exemple, une huile essentielle de lavande dont l'odeur vous évoque vaguement la lavande et qui ne vous fait absolument ni voyager ni vous détendre est a priori sans doute une huile essentielle de moindre qualité. D'accord. Peut-être qu'on Voilà. peut fermer la diapositive là. Oui, on va partager. On va... Hop. Non. Bon, on va la remettre le temps que je trouve. D'accord. Du coup, je continue sur mes questions. Quelles sont les principales voies d'utilisation des huiles? Alors, Je crois qu'on a un petit souci effectivement technique là. voilà, bon, on va se remettre là. Est-ce que vous voyez les diapos Non, là ou je pas? vois un écran de Zoom. Alors, effectivement. Voilà. Oui. C'est les aléas des Facebook Live, c'est qu'on expérimente en même temps qu'on parle. Là, vous. Ah non, là, effectivement, j'ai un petit bug aussi. Bon, bah, écoutez. Alors, c'est pas grave. Le temps que je remette la diapo ou que je sorte de cet écran. Pourquoi j'ai pas ici? Non, effectivement, j'ai. Bon, alors, je vais. L'écran. Alors, écoutez, c'est pas grave. On va continuer en disant. Vous me disiez quelles sont les principales, pardon, Brigitte? Alors, j'avais une question, mais entre-temps, je vois que Christine, mais je ne sais pas si on va la voir du coup. Je vois que Christine, alors Christine, c'est notre responsable de la communication intervivante qui assure tout le volet technique de ce Facebook Live et qui recueille notamment les questions des internautes. Donc là, elle me fait signe qu'elle a une question. Je ne sais pas si elle peut nous la faire passer. Oui, vous me voyez? On ne te voit pas, mais on t'entend. Bonjour. D'accord. Ok. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Alors, nous avons effectivement une première question de Sophia qui demande s'il y a une huile essentielle particulièrement recommandée pour repousser les tiques. Alors, il faudrait essayer des huiles essentielles comme l'eucalyptus citronné, à voir si ça fonctionne. A priori, ça devrait pouvoir fonctionner. Généralement, ça repousse tous les insectes piqueurs. Donc, à essayer, ça devrait fonctionner. Donc ça s'utilise, par exemple, soit dilué dans une huile végétale, soit sur un spray que l'on va réaliser dilué dans un mélange, soit d'huile végétale, soit dans un mélange oui, d'huile végétale et d'huile essentielle à pulvériser sur les vêtements ou sur les extrémités découvertes pour repousser les insectes comme les tiques, par exemple. Du coup, ça m'amène à la question que j'avais commencé à vous poser avant, quelles sont les principales voies d'utilisation des huiles essentielles? Alors, les huiles essentielles s'utilisent de 4 façons différentes, principalement. Donc, on va avoir la voie orale, qui est typiquement un héritage de l'école française, qu'on ne trouvera donc pas dans les pays anglo-saxons. La voie orale, attention, s'utilise rarement pure, donc on utilisera rarement pure les huiles essentielles dans la bouche, on va les placer plutôt sur un support, tel qu'un comprimé neutre, une cuillère de miel, ou une cuillère d'huile éventuellement, une cuillère de sucre glace. On sera particulièrement prudent à ne pas utiliser les huiles essentielles avant 6 ans. Généralement, chez un adulte sain, on considère que la dose thérapeutique est de 2 gouttes matin, midi et soir sur un support que l'on évitera en cas de pathologie gastro-intestinale, par exemple. On vous a retrouvé, ça y est, c'est super. Ah, super. Bah, écoutez,
J'en suis ravi. Alors moi, par contre, ben voilà. Donc on évitera donc la voie orale s'il y a des antécédents ou des pathologies gastro-intestinales telles que des reflux, des ulcères, par exemple, des gastrites ou des irritations du côlon. La deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles est la voie transcutanée. Donc, généralement, on appliquera les huiles essentielles diluées dans une huile végétale, par exemple. Et chez l'adulte, il est communément admis que l'on peut conseiller les huiles essentielles à raison de 1 à 6 gouttes 3 fois par jour. Quoi qu'il en soit, on choisira la dose adaptée à la surface que l'on veut traiter. En cas de petite surface, par exemple la gorge ou une tendinite du poignet, on appliquera 1 ou 2 gouttes plutôt diluées dans une huile végétale que l'on massera sur la zone concernée. Et si l'on souhaite traiter une grande zone, par exemple le dos ou la jambe, en cas de douleur diffuse, eh bien, on utilisera plutôt 6 gouttes d'huile essentielle. Alors attention, il s'agit de 6 gouttes d'huile essentielle au total et pas de chaque huile essentielle du mélange. Ça, c'est très important pour ne pas dépasser les doses. L'autre façon d'utiliser les huiles essentielles est la diffusion ou l'inhalation. Donc là, on va utiliser la voie olfactive. Alors, il y a 2 types de diffuseurs. Il y a les diffuseurs humidificateurs, sans doute que vous les connaissez déjà. Ces diffuseurs qui utilisent de l'eau et qui sont destinés plutôt à des petites superficies, des petites surfaces, avec une chambre ou un petit salon. Les huiles essentielles sont donc diffusées dans l'atmosphère pour créer une ambiance relaxante, apaisante, pour au contraire donner du tonus ou assainir l'atmosphère. Il existe également des diffuseurs qui n'utilisent pas d'eau, des diffuseurs secs à effet Venturi qui sont beaucoup plus puissants, qui sont beaucoup plus thérapeutiques et qui permettent de diffuser sur de plus grandes surfaces. Et puis, il y a le système d'inhalation sèche, soit sur un inhaleur neutre. Par exemple, je vous en ai apporté un ici. Donc, vous avez un inhaleur comme celui-ci qui s'ouvre. À l'intérieur, vous avez une petite mèche que l'on va pouvoir imbiber d'huile essentielle. Donc, généralement, on est sur 10 à 30 gouttes selon la marque et le volume de cette petite mèche. Et l'on va ensuite placer la mèche dans l'inhaleur, le refermer et l'inhaler à volonté. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans des services hospitaliers ou pour d'autres indications, par exemple pour détendre, relaxer, parce que ça permet d'être transporté très facilement et de personnaliser le mélange. On peut par exemple redonner du tonus ou maintenir éveillé avec des mélanges tels que le pin sylvestre et la menthe poivrée par exemple, ou au contraire favoriser la relaxation, l'ambiance cocooning avec de la mandarine verte ou de la lavande officinale, ou mettre de bonne humeur par exemple avec des mélanges comme citron cardamome ou citron verveine exotique, voilà, des mélanges qui permettent de se sentir plus apaisé, plus relaxé. Notamment en ce moment, ce serait tout à fait approprié étant donné le contexte sanitaire anxiogène dans lequel nous vivons. Donc reprendre le temps de respirer. On a la camomille romaine aussi très apaisante, très relaxante, qui permet vraiment d'être utilisée en cas d'urgence pour s'apaiser immédiatement. On a également le bain qui permet d'utiliser les huiles essentielles. Alors attention à la tisane et au bain. On n'introduit jamais d'huile essentielle dans l'eau parce que vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le risque est donc que l'huile essentielle vienne au contact de la peau ou des muqueuses orales, pharyngées ou digestives et crée une brûlure. Donc, pas d'huile essentielle dans la tisane, dans le bain. Par contre, on prendra soin de diluer les huiles essentielles dans un bouchon de gel douche, de shampoing ou de base neutre pour le bain. Et on versera ce mélange dans l'eau du bain de manière à réaliser une émulsion de l'huile dans l'eau, de manière à la diluer et d'éviter toute brûlure ou tout accident sur la peau. Quoi qu'il en soit, si l'on souhaite utiliser les huiles essentielles par une des voies que je viens de citer, ce qu'il faut, c'est toujours se référer à un ouvrage de référence pour vérifier que l'huile essentielle puisse être administrée par la voie que vous avez choisie, afin d'éviter tout accident. Françoise a une question. Christine a une question. Ah. Oui, oui, vous m'entendez? Voilà. Alors, on te voit, ça y est, maintenant, on te voit. Ok. On a pas mal de questions des internautes, donc je vais vous en dire 2 en même temps, là. Quel serait le kit de base à avoir à la maison?
Oui. Et puis, on a une autre question d'Annick. Est-ce qu'on peut réaliser un spray d'huile essentielle qui mélangerait eau et alcool? Merci pour ces questions très intéressantes. Alors, je pense que si j'avais à choisir 5 huiles essentielles comme kit de base, je choisirais sans doute la lavande officinale en premier lieu pour son côté antiseptique cicatrisant des plaies, mais également relaxante, apaisante et facilitant la concentration. Elle favorise aussi une meilleure qualité de sommeil, hein. Elle induit l'endormissement, prolonge les phases de sommeil lent profond et repousse les réveils nocturnes, donc elle provoque généralement une bonne qualité de sommeil. Et elle est très inoffensive, sa toxicité est très très faible. On peut donc la conseiller chez les enfants diluée dès 3 ans sans problème. Je choisirais également l'arbre à thé. On va en reparler tout à l'heure, mais l'arbre à thé, c'est l'anti-infectieux polyvalent doux qui détruit bactéries, virus, champignons et parasites, tout ça à la fois. Ça n'existe pas en allopathie. Là aussi, la toxicité est faible, donc ce sera notre huile anti-infectieuse polyvalente de première intention. Je choisirais également le citron pour son côté dynamisant, antiseptique atmosphérique, antiviral. Voilà, pour également aider à la digestion, détoxifier le foie. Je choisirais aussi la menthe poivrée pour son côté tonique, psychique et physique. Également pour le mal des transports, les nausées de l'adulte, les troubles de la digestion. Et enfin, je choisirais sans doute le Ravinsara, une huile essentielle antivirale de référence, l'une des plus puissantes au monde comme antivirale. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les virologues et les publications pour son côté voilà, antiviral et anti-infectieux puissant, notamment pour les pathologies hivernales. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à votre question. La deuxième question était, peut-on utiliser un mélange eau-alcool pour réaliser par exemple un spray en diffusion atmosphérique dans lequel on pourra ajouter des huiles essentielles? Bien sûr, l'alcool est tout à fait adapté. Voilà, la vodka et l'alcool se mélangent parfaitement et permettent de bien solubiliser les huiles essentielles pour les utiliser par exemple en pulvérisation atmosphérique. Très bien. Encore une question apparemment. Christine, on t'écoute. Oui, alors oui, on a... Oh, je vais vous en donner deux et en même temps encore. Donc, en quoi l'usage des huiles essentielles peut-il être dangereux? Donc, que ce soit pour telle personne comme les femmes enceintes ou selon les dosages, y a-t-il des limites de dosage, etc. Une autre question qui est plus précise, alors je vais vous la lire parce qu'elle est très précise. Elle concerne l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Alors, l'huile essentielle d'hélicryse italienne en voie cutanée, 2 gouttes sur 24 heures sur les petits hématomes dus à des piqûres de l'Ovenox, est-elle déconseillée? Et est-ce qu'elle peut augmenter le taux de plaquettes? Alors, Voilà. question très précise, on va y répondre. La première question, y a-t-il un risque à mal utiliser les huiles essentielles? Bien sûr, les huiles essentielles se raisonnent, se pensent, s'imaginent comme des médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, on se base sur une citation de Paracelse qui, il y a longtemps, nous a dit ce qui fait le poison, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la substance, c'est la dose. C'est-à-dire que tout est question de dosage. Comme dans un médicament, les huiles essentielles se raisonnent de la même façon. Ça veut dire que ce qu'il faut surtout, c'est adapter la dose à la voie d'utilisation et au profil du patient. Est-ce qu'il a un traitement? Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'un enfant? Est-ce qu'il s'agit d'un adulte? Est-ce qu'il a un traitement? Est-ce que l'huile essentielle est compatible avec le profil du patient? Généralement, si vous respectez les doses que je vous ai conseillées tout à l'heure, d'ailleurs la diffusion, je n'ai pas cité la posologie entre guillemets, le temps de diffusion généralement c'est un quart d'heure par heure, 3-4 fois par jour, donc à renouveler si besoin. Mais les précautions d'emploi qui permettent d'éviter tous les accidents liés à mes usages des huiles essentielles sont aujourd'hui bien connus et bien documentés. Généralement, on évitera les huiles essentielles chez la femme enceinte, la femme allaitante, l'enfant en dessous de 12 ans, voire 7 ans, le patient épileptique, le patient asthmatique, de manière à éviter de donner des huiles essentielles chez des patients où l'on pourrait observer plus facilement des accidents ou des effets secondaires. On évitera aussi d'administrer des huiles essentielles allergiques donc à cette huile essentielle ou aux composés, aux molécules
contenues dans cette huile essentielle. Je pense par exemple à des molécules comme le génol, le linalol, le limonène, qui aujourd'hui sont des molécules dites allergisantes, qui doivent figurer d'ailleurs sur la composition d'un produit cosmétique si elles sont présentes dans ce produit, car elles peuvent provoquer des allergies. Voilà. Donc, on sera particulièrement prudent. Au niveau des accidents, ce que l'on remarque aussi, c'est que beaucoup d'entre eux sont liés au fait que les patients confondent la plante fraîche, la plante sèche et une huile essentielle. Je vais vous donner un exemple. Un jour, une patiente un peu fatiguée vient me voir à la pharmacie et me dit, voilà, je suis fatiguée, je travaille tout le temps sur l'écran, j'ai les yeux qui sont fatigués, qui piquent. Est-ce que je peux mettre de l'huile essentielle de camomille dans les yeux? Et ça, en fait, c'est une question qui revient de temps en temps parce qu'en fait, les patients confondent la plante, donc en l'occurrence la camomille, et ce qu'on en a fait, une huile essentielle, un hydrolat, une tisane, et je les comprends bien volontiers parce que sur la boîte, c'est marqué camomille. Donc pour les patients, c'est la même chose, donc ça s'utilise de la même façon. Et c'est là qu'il y a des accidents. Une huile essentielle, vous l'avez vu, est obtenue par distillation. Un hydrolat aussi, mais je vous l'ai dit, est beaucoup moins riche en molécules aromatiques. Donc, lui va s'utiliser différemment de l'huile essentielle. Un autre exemple, c'est bien connu, pendant longtemps, on a utilisé le clou de girofle, donc le bouton floral sec au niveau dentaire pour son côté antibactérien et anesthésique. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous allez chez le dentiste, eh bien, ça sent le génol. Beaucoup de patients auraient tendance à vouloir utiliser l'huile essentielle de clou de girofle de la même façon, directement pure sur la dent et donc sur la gencive, puisque l'huile essentielle va se verser sur la gencive. Et ce qu'on a pu observer, c'est des brûlures. Parce qu'une fois encore, on a confondu la plante sèche, par exemple, et l'huile essentielle. Donc, on est très prudent par rapport à cela et on fera très attention à respecter les règles de bon usage des huiles essentielles qui diffèrent de celles des plantes sèches utilisées en tisane, des gélules, des eaux florales, etc. Et puis, comme je vous le disais, ce qui est très important, c'est de bien respecter la dose et en particulier en aromathérapie, s'il y a des comptes-gouttes sur les flacons, eh bien, c'est justement parce que les huiles essentielles se dosent en gouttes et qu'une goutte, eh bien, ce n'est pas la même chose que 2 gouttes. Il faut vraiment respecter cette dose-là à la goutte près. Donc, adressez-vous toujours à un spécialiste si vous avez besoin de renseignements ou de précision en aromathérapie, car cette discipline ne laisse aucune place à l'improvisation. Par exemple, certaines huiles essentielles ne peuvent pas être ingérées, d'autres ne peuvent pas être diffusées parce qu'elles viendraient irriter les voies nasales ou le globe oculaire. Certaines sont dermocaustiques, donc elles pourraient brûler la peau. Certaines, par exemple, pourraient provoquer ce qu'on appelle une phototoxicité ou une photosensibilisation. Elles pourraient donc venir provoquer des taches si on les applique sur la peau et que l'on s'expose au soleil dans les 3 heures qui suivent, par exemple. Donc, prudence, aujourd'hui, la toxicité des huiles essentielles est de plus en plus documentée et vous la retrouverez synthétisée donc justement dans le guide Terre Vivante. Voilà. La deuxième question, alors j'espère avoir bien répondu à celle-ci. La deuxième question est très délicate. Peut-on utiliser 2 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne sur des hématomes liés à des injections de l'Ovenox? Alors, je traduis pour ceux qui ne connaîtraient pas ce médicament. Donc, c'est un médicament qu'on donne pour fluidifier le sang, par exemple, suite à une intervention chirurgicale, afin d'éviter notamment le risque de phlébite, donc de petits caillots qui pourraient se former dans les artères. On sera très, très, très prudent dans ce cas précis. La question est très délicate. Il faudrait voir le dosage du Lovenox, le temps d'utilisation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc cette huile essentielle va fluidifier, va résorber le sang au niveau de l'hématome. Je ne voudrais pas qu'on fluidifie trop le sang, plus que ce que souhaite le médecin avec le Lovenox, avec l'hélicryse. Donc, il faudrait voir la durée d'utilisation. Si celle-ci est courte, il est sans doute préférable d'attendre que les injections de l'Ovenox soient terminées avant d'utiliser l'huile essentielle d'hélicryse corse. Généralement, les traitements de l'Ovenox ne sont pas très longs et je préfère
que le traitement anticoagulant soit contrôlé par le médecin. Voilà. Je lis un commentaire d'internaute. Attention pour certains effets secondaires dont on ne parle pas. L'huile essentielle de lavande et l'huile essentielle de titri peuvent avoir des effets de perturbateurs endocriniens, provoquant notamment de la gynécomastie chez l'homme. Et il y a une deuxième remarque, la même chose en fait. Prudence avec la lavande, perturbateur endocrinien. Est-ce que, Alors, est-ce que vous avez un commentaire à nous faire? Oui, ça c'est un commentaire qui est sorti dans la presse grand public. Il faut être particulièrement vigilant et garder un sens critique par rapport à ce qu'on peut lire ici ou là. Les huiles essentielles de lavande officinale et d'arbre à thé sont utilisées depuis très longtemps. Elles font partie des plus employées dans le monde entier et elles font partie du kit des indispensables que je vous ai cités tout à l'heure. Leur toxicité est très renseignée aussi. Et l'article qui relate ces effets secondaires rappelle quand même que ces effets secondaires ont été très peu rencontrés et uniquement chez quelques adolescents qui avaient dilué ces huiles essentielles dans un gel douche. Alors, du coup, il faut se poser des questions quant à la composition du gel douche. Qu'est-ce qu'il contient, puisque ces effets secondaires sont apparus suite à l'utilisation de ce mélange. Et la deuxième question, surtout, c'est quelle est la qualité des huiles essentielles qui a été utilisée dans ce mélange. Est-ce que les huiles essentielles étaient bio ou pas? Quelle était leur concentration en pesticides, insecticides, fongicides, acaricides dans l'huile essentielle? Ça, ce serait intéressant de le rechercher. Et en fait, si l'on recherche les pesticides, eh bien, on s'aperçoit bien souvent que sur des huiles essentielles qui ne sont pas bio, leur concentration est parfois alarmante, en particulier sur les agrumes, puisque ces produits sont directement pulvérisés sur les zestes d'agrumes que l'on va venir gratter, expresser pour en extraire l'essence. Et il est fort à parier que, effectivement, les huiles essentielles qui ont été utilisées dans ces produits-là ne soient pas bio, qu'elles soient plutôt très riches en perturbateurs endocriniens qui sont responsables de ces fameuses gynécomasties que l'on a observées chez quelques adolescents seulement. D'autre part, la toxicité de la lavande et de l'arbre à thé sont aujourd'hui très très bien enseignés et tous les spécialistes du monde entier s'accordent à dire que ces huiles essentielles ne contiennent pas de molécules qui sont des perturbateurs endocriniens. D'accord. Merci. Alors, le sujet, je rappelle quand même, le sujet de ce soir, c'était les huiles essentielles de l'hiver. Là, on s'en est un petit peu écarté, donc on va peut-être essayer d'y revenir un petit peu. Pourquoi des huiles essentielles particulièrement à choisir en hiver et lesquelles, évidemment? Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on a un petit siècle de recul sur le bon usage des huiles essentielles et pas mal de publications, de travaux et de thèses sur les propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles. Donc, on commence à avoir aujourd'hui pas mal de recul et donc c'est à ce titre qu'on les utilise et pour lutter contre les pathologies hivernales, qu'elles soient bactériennes ou virales. Voilà, donc aujourd'hui, il existe une technique de laboratoire qui s'appelle l'aromatogramme, qui permet de mettre en évidence que certaines huiles essentielles peuvent inhiber la croissance de bactéries. Le même phénomène est observé sur la croissance des virus avec une autre technique de laboratoire, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces huiles essentielles peuvent détruire des germes. Donc aujourd'hui, ceci est bien documenté, et donc c'est à ce titre que les patients viennent nous voir à l'officine, car ils savent très bien que des huiles essentielles peuvent lutter contre la croissance de bactéries, mais aussi de champignons, de parasites qui pourraient se multiplier, se reproduire. Et donc, on l'a surtout remarqué, notamment au mois de mars, au démarrage du premier confinement. Je pense que la plupart des pharmacies ont été assaillies de questions et de demandes d'huile essentielle antivirale contre le fameux SARS-CoV-2 qui nous crée ce climat et cette condition sanitaire difficile dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Donc, on a eu beaucoup de demandes précises là-dessus et on a donc eu beaucoup de réponses à fournir sur le pouvoir antiviral des huiles essentielles. Alors,
je ne peux malheureusement pas arriver et vous dire j'ai la solution pour détruire ce fameux virus. Malheureusement, je ne l'ai pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'études, beaucoup de publications, beaucoup d'équipes de recherche se sont penchées sur le pouvoir antiviral des huiles essentielles et qu'aujourd'hui, on a des publications très intéressantes qui nous donnent de l'espoir pour les années à venir, en particulier pour lutter contre un phénomène qui, moi, m'effraie particulièrement, c'est le phénomène d'antibiorésistance. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est le simple fait que les bactéries s'adaptent à nos antibiotiques, qu'elles deviennent résistantes, donc que les antibiotiques vont devenir à moyen terme, pour la plupart d'entre eux, inefficaces dans quelques années. D'ici 30 ans, l'OMS prévoit des prévisions qui sont, fait des prévisions qui sont alarmantes et qui effraient les infectiologues à juste titre. Donc, il va falloir trouver d'autres recours et j'espère que les huiles essentielles anti-infectieuses, notamment pour les pathologies hivernales, feront partie de l'arsenal courant pour détruire ces germes que l'on associera sans doute aux antibiotiques. Voilà, donc forcément, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur les huiles essentielles contre les pathologies hivernales. D'accord. Et alors c'est lesquelles ces fameuses huiles? Ne nous faites pas languir. On en a plusieurs, je vous en ai sélectionné quelques-unes, notamment l'arbre à thé. L'arbre à thé reste un anti-infectieux polyvalent doux. Qu'est-ce que ça veut dire polyvalent et doux? Ça veut dire qu'il peut détruire les bactéries, les champignons, les virus et les parasites, tout cela à la fois, de manière assez efficace. Et cela, on n'a aucun équivalent allopathique aujourd'hui sur le marché avec un spectre aussi large. Qu'est-ce que ça veut dire anti-infectieux polyvalent doux? Ça veut dire que ces effets secondaires sont limités et qu'on peut tout à fait les éviter si on utilise justement les huiles essentielles à la bonne dose, comme je vous le disais tout à l'heure. Notamment une application cutanée, par exemple diluée chez l'enfant, est possible sans effets secondaires, avec des conseils précis que vos équipes officinales vous relayeront ou que vous retrouverez bien sûr dans les ouvrages que j'ai eu le plaisir d'écrire avec Françoise Quick-Marinier. Donc cet arbre à thé est très très intéressant, il a prouvé son efficacité contre des germes de plus en plus difficiles à traiter, comme des staphylocoques dorés ou Escherichia coli par exemple, et donc permet de traiter certaines pathologies courantes comme des angines bactériennes ou virales, des otites, des rhinites, des sinusites, des trachéites. On pourra l'utiliser donc par voie orale aux doses que je vous ai citées tout à l'heure, ou par voie transcutanée, on évitera d'utiliser l'arbre à thé en diffusion, non qu'il soit contre-indiqué, mais simplement qu'il a une odeur un peu moins agréable, donc il faut un peu plus de temps pour s'y habituer. Voilà, je vous propose également d'utiliser cet hiver l'essence de citron. Donc l'essence de citron qui aujourd'hui a des propriétés antiseptiques, atmosphériques et antivirales qui sont démontrées et sans effet secondaire. Donc on peut l'utiliser en diffusion chez un enfant, même jeune, sans problème. D'ailleurs, c'est une des plantes qui est utilisée depuis longtemps en médecine traditionnelle chinoise ou en médecine ayurvédique pour ses propriétés. Il stimule aussi l'immunité, donc c'est un bon antiseptique respiratoire atmosphérique et que l'on pourra utiliser bien sûr par voie orale. On sera prudent avec la voie cutanée, une application sur la peau suivie d'une exposition au soleil peut provoquer des taches, des brûlures ou des irritations, donc on sera très prudent par rapport à ça, mais lui aussi a prouvé son efficacité contre des germes aujourd'hui de plus en plus difficiles à traiter comme le fameux Escherichia coli dont je vous ai parlé. Je vous propose également l'huile essentielle de cyprès toujours vert, donc très riche en molécules qu'on appelle des pinènes, comme l'alpha-pinène ou le delta-3-carène, qui sont des molécules très anti-inflammatoires et qui vont venir donc lutter contre l'inflammation ORL et qui vont également permettre de traiter donc une toux sèche, une extinction de voix, un enrouement passager, mais aussi une trachéite, une amygdalite par exemple, par voie orale, associée généralement à un anti-infectieux comme l'arbre à thé ou le thym-attujanol dont je vais vous parler dans un petit moment. L'eucalyptus radié est l'huile essentielle de la sphère ORL par excellence. Lui aussi assainit l'atmosphère, stimule l'immunité. Il est antibactérien, antiviral également. Il peut aider à contribuer à faire baisser la fièvre. Il est anti-inflammatoire de l'arbre respiratoire. Donc lui aussi pour les pathologies ORL telles qu'un rhume,
par exemple, qui est d'origine virale, eh bien, pourra être traité de façon beaucoup plus efficace avec cette huile essentielle d'eucalyptus radié qui a une toxicité très faible. Donc, on pourra conseiller aux enfants dès 3 ans à une dose adaptée. On associe d'ailleurs volontiers en diffusion l'eucalyptus radié, le citron et le ravinsara, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette huile essentielle antivirale très efficace en diffusion pour éviter donc les pathologies hivernales respiratoires. D'ailleurs, pas mal de services hospitaliers que je salue utilisent ce genre de mélange dans leur service afin d'éviter les infections nosocomiales. Et on remarque que beaucoup moins de patients et beaucoup moins de soignants sont atteints de pathologies hivernales, infectieuses. Voilà, donc justement ce ravinsara dont je vous ai parlé, j'aime dire que les virologues le considèrent comme un des meilleurs antiviraux au monde, puisqu'il détruit donc de manière très efficace les virus, mais aussi les bactéries. Il est très anti-inflammatoire. Cette propriété anti-inflammatoire a été mise en évidence par une équipe de chercheurs allemands qui, en 2009, a prouvé sur une équipe d'à peu près 240 patients le côté anti-inflammatoire de cette huile essentielle chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, c'est une huile essentielle qui va assainir, qui va calmer toute la sphère respiratoire. On pourra l'utiliser donc contre la grippe, les angines virales, les rhumes, les problèmes d'herpès, voire les problèmes de varicelle si l'enfant n'est pas trop jeune, mais également pour traiter la toux grasse, un peu comme l'eucalyptus globuleux le ferait aussi. On aurait également le thym tujanol, un thym très doux qui peut être appliqué, lui, par exemple, pur chez l'adulte sur la gorge à raison d'une goutte 2 ou 3 fois par jour. Il est réchauffant, ce qui va apporter du confort au patient, mais surtout, il va détruire bactéries, virus, et il va calmer la douleur en même temps. Donc, on l'associera, par exemple, volontiers au cyprès toujours vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour lutter contre l'infection et l'inflammation ORL. Voilà, on peut aussi l'utiliser en massage thoracique sur le torse pour assainir et décongestionner, calmer le mal de gorge également. On l'associera notamment avec du thym tujanol, du ravinsara, de l'arbre à thé. Vous retrouverez dans toutes ces recettes dans nos ouvrages. Ce mélange-là est dilué par exemple dans une huile végétale comme l'huile d'argan ou de l'huile de nigel, pourquoi pas. Et enfin, on pourrait citer la marjolaine à coquille pour terminer le tour d'horizon des huiles essentielles de l'hiver. Donc celle qui pousse en Égypte, mais également dans le sud de la France, à ne pas confondre avec les autres origans, bien sûr, qui est très rééquilibrante nerveuse, qui va apaiser, calmer. Elle est également apaisante au niveau cardiaque. Elle redonne du tonus, mais elle diminue l'anxiété en même temps. Alors, au niveau ORL, on peut l'utiliser aussi, même si elle est moins connue pour cela, pour assainir les voies respiratoires, pour lutter contre des pharyngites, des bronchites, par exemple. On peut notamment utiliser cette huile essentielle en association aussi avec l'eucalyptus radié, pourquoi pas, le ravinsara et le citron. Vous retrouverez des exemples précis dans nos ouvrages. Ce mélange se dilue par exemple dans de l'huile végétale de noyau d'abricot et peut s'appliquer en massage sur les voies respiratoires pour détruire les germes, calmer l'inflammation, décongestionner et fluidifier aussi les sécrétions qui pourraient venir nous embêter. Voilà, j'avais noté le laurier noble. Oui, alors on a aussi... pas parlé. Oui, le laurier noble qui a prouvé également son activité anti-inflammatoire, anti-infectieuse, donc on la connaît moins pour cela, mais le laurier noble est utilisé aussi pour détruire les germes, pour calmer les douleurs, notamment les douleurs inflammatoires. On le retrouve aussi dans la sphère de la douleur, mais on peut l'utiliser en massage par voie donc transcutanée diluée dans un mélange, donc huile essentielle, huile végétale comme d'habitude. On pourra aussi le conseiller par voie orale pour détruire les germes, calmer l'inflammation. Voilà. Donc au niveau oral ou cutané, on peut aussi diffuser cette huile essentielle en moindre proportion avec des huiles essentielles de ravinsara ou de citron, par exemple. Il y a un mélange qui est régulièrement utilisé justement dans les services hospitaliers qui consiste à diffuser donc, de l'eucalyptus radié, du citron, du ravinsara et de l'huile essentielle de niaouli en proportion généralement identique ou à peu près identique.
On peut considérer que l'on peut déjà réaliser un mélange dans un flacon d'une vingtaine de chacune de ces huiles essentielles, que l'on pourra ensuite diluer dans une noisette d'huile végétale, par exemple, et appliquer sur les voies respiratoires, 1 fois par jour en prévention, 3 fois par jour en traitement curatif. Mais ce mélange se diffuse également, donc de préférence avec un diffuseur sec qui va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus thérapeutique, qui va pouvoir être utilisé donc pour des superficies plus grandes. On peut l'utiliser aussi par voie orale, généralement 2 gouttes de ce mélange, comme je le citais, 3 fois par jour sur un support tel que la cuillère de miel, la cuillère d'huile, le petit morceau de sucre ou le comprimé neutre. Et on pourra l'utiliser, pourquoi pas, éventuellement aussi dans le bain, dilué dans une base neutre ou dans un bouchon de gel douche ou de shampoing pour éviter le contact des huiles essentielles pures sur la peau et donc le risque d'irritation. D'accord. Je crois que Christine a des questions. Christine, est-ce que tu veux intervenir? Oui. En fait, il y a vraiment beaucoup de questions, donc je ne sais pas si on pourra toutes les transmettre et si vous pouvez répondre à toutes, parce qu'en fait, on en a aussi qui sont très précises. Donc, on va essayer de regrouper celles qui reviennent le plus souvent ou qui sont le plus en lien peut-être avec l'hiver. Alors, je vais vous en dire plusieurs. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que quelqu'un d'allergique au pollen de cyprès peut utiliser l'huile essentielle de cyprès tout vert? Est-ce que ça a un lien? Alors, on sera prudent avec ce risque d'allergie qu'on pourrait dire croisé. Effectivement, il vaut peut-être mieux s'abstenir d'utiliser le cyprès, cette huile essentielle de cyprès toujours vert si on est allergique au pollen, au moins en prévention avant d'avoir des résultats allergologiques plus précis. Voilà, Christine, est-ce que vous avez d'autres questions des internautes? Oui. Alors, on a aussi, est-ce que, donc en cette période, il peut être judicieux d'utiliser, de pulvériser un spray de mélange d'huile essentielle sur les masques? Voilà. Et puis, là, je vous dis les deux autres qui concernent la lavande. On demande, est-ce que c'est bon pour les otites pour les enfants en massage près de l'oreille? Ou D'accord, une oui. autre question sur la lavande par rapport au réveil nocturne. Est-ce qu'on peut Mhm. l'utiliser pour lutter contre les réveils nocturnes et comment? À quel dosage? D'accord. Alors, pour répondre à toutes ces questions, je pense qu'il est judicieux de pulvériser les huiles essentielles sur un masque. Ça le rend un peu plus protecteur. Je n'irai pas jusqu'à dire que le masque devient un bouclier antiviral, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc, il est conseillé généralement de réaliser soit un petit mélange en spray que l'on va appliquer sur le masque. On va le laisser diffuser un petit peu avant de l'appliquer sur les voies respiratoires, notamment avec du Ravinsara. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Ce n'est pas complètement illogique, bien au contraire. Donc, le citron, le Ravinsara à dose faible pour que ça ne vienne pas saturer nos récepteurs olfactifs et nous provoquer des maux de tête ou une gêne en tout cas. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. Concernant la deuxième question à propos de la lavande et des otites, c'est une excellente idée, bien sûr. On peut utiliser l'huile essentielle de lavande officinale pure en massage autour de l'oreille, en insistant bien derrière l'oreille pour calmer la douleur et commencer à lutter contre l'infection en attendant la consultation de l'ORL, puisque, par exemple, nous, les pharmaciens, nous ne faisons aucun diagnostic et nous ne pouvons pas voir l'état du tympan. N'empêche qu'on peut quand même commencer à soulager la douleur et à désinfecter cette zone-là avec l'huile essentielle de lavande officinale, qui est également anti-infectieuse. Voilà, et qui peut être appliquée sur cette zone-là chez l'enfant. Le même conseil est possible. Plus l'enfant est jeune, plus on diluera l'huile essentielle dans une huile végétale pour plus de sécurité. Chez un enfant très jeune, on pourra aussi choisir de verser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande officinale sur une compresse que l'on tamponnera autour de l'oreille pour soulager en attendant la consultation et éviter tout effet secondaire. À propos de la lavande, faites bien la distinction entre la lavande vraie, qu'on rapproche bien volontiers de la lavande fine ou officinale, et la lavande aspic. Donc, la lavande aspic pourrait être utilisée pour traiter une otite
toujours en attendant la consultation, en massage autour de l'oreille chez l'adulte ou en tout cas jamais avant 7 ans. Et chez l'enfant, on diluera de préférence cette huile essentielle dans une huile végétale. Voilà. Pour la lavande et l'otite. Troisième petite question à propos de la lavande et des réveils nocturnes. Donc oui, il a été prouvé que cette huile essentielle facilite l'endormissement, elle apaise, elle décontracte, elle relaxe. Donc elle facilite l'endormissement. Comme je le disais tout à l'heure, elle prolonge les phases de sommeil lent profond, donc elle provoque une meilleure qualité de sommeil. Il y a également des études qui l'ont prouvé, notamment chez des personnes âgées en EHPAD qui dorment mieux et qui chutent moins dans la journée, puisque cette huile essentielle favorise la concentration. Ces personnes sont donc plus vigilantes et tombent moins, ce qui évite de nombreuses interventions de rupture du col du fémur. Donc, il a été prouvé que cette huile essentielle provoque une meilleure qualité de sommeil. Elle évite également les réveils nocturnes, donc les réveils matinaux. Donc, elle facilite l'endormissement, elle provoque une meilleure qualité de sommeil, plus profond, plus récupérateur, et elle évite les réveils matinaux. Donc, elle agit vraiment au niveau global sur le sommeil de façon très efficace. Comment l'utiliser? Eh bien, quelques gouttes, par exemple 3 à 4 gouttes, pourquoi pas 6 même, chez l'adulte, pur au niveau de la face interne des poignets, puisque vous savez qu'ici, la peau est très fine, et donc les huiles essentielles vont passer à travers la peau pour passer directement dans le sang et agir partout. C'est ce qu'on appelle une perfusion aromatique. On peut donc les utiliser ainsi. Pour être plus prudent, on peut aussi les appliquer sur la mèche d'un inhaleur, par exemple, et respirer cela à volonté avant l'endormissement. On peut les placer dans un diffuseur ou sur un petit mouchoir à côté de l'oreiller. Voilà, puisque les huiles essentielles comme la lavande fonctionnent très très bien dans cette indication par simple olfaction. On utilise généralement assez peu la lavande officinale par voie orale, non que ce soit contre-indiqué, mais parce que cette huile essentielle n'est pas agréable au goût, donc elle n'est pas agréable à l'avaler, on ne l'utilise donc pas par voie orale. Mais généralement en diffusion ou par voie transcutanée, elle donne d'excellents résultats et rapidement. Christine, je vois que tu as encore d'autres questions. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Oui, alors j'en ai regroupé 2 qui concernent les animaux de compagnie. Donc, quelles sont les huiles essentielles à proscrire en diffusion quand on a des animaux de compagnie à la maison? Et une autre question qui est, est-ce que l'inhalation sèche peut servir aux animaux? Alors, l'aromathérapie vétérinaire, vous le verrez, est assez précisément traitée, même très précisément traitée dans notre deuxième édition du guide Terre vivante des huiles essentielles. Elle était déjà dans le premier et je remercie René-Pierre Thibault qui a contribué de façon très précise à la rédaction de ce chapitre. Alors, la diffusion chez les animaux est une question assez large. Quel animal, quelle huile? Le chat, le chien, le cheval sont des animaux qui ont des métabolismes différents, mais pour lesquels on imagine bien toute l'importance de l'olfaction et la superficie du bulbe olfactif. Donc tout va dépendre de l'animal que vous souhaitez aider ou traiter ou écarter d'une zone particulière. Par exemple, les chats n'apprécient pas du tout l'odeur de verveine exotique. Donc si vous souhaitez éviter qu'ils s'approchent d'une zone fragile ou d'une zone qui vous est réservée, eh bien, vous pouvez tout à fait placer, par exemple, quelques gouttes d'huile essentielle de verveine exotique sur un petit morceau de carré de coton, par exemple, pour éviter que le chat s'approche de cette zone. Le cheval, par exemple, qui a un métabolisme évidemment différent de celui du chat, a des huiles essentielles qui lui sont appropriées et d'autres non. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que l'huile essentielle de laurier a été utilisée avec succès pour redonner confiance et au cavalier et au cheval par simple inhalation, donc par voie olfactive. Et on a réussi à convaincre le cheval de se remettre à retrouver ses performances qu'il avait un petit peu perdues, sans doute par anxiété ou par perte de confiance. Et donc, un travail sur le cavalier et le cheval a permis de rétablir leur confiance mutuelle et leur confiance dans leurs possibilités
et ont ainsi obtenu d'excellents résultats. Donc, tout dépend de l'animal, tout dépend de l'huile, et vous retrouverez tous ces conseils, par exemple, dans notre guide Terre Vivante. La deuxième question concernant la diffusion chez les animaux, Christine, est-ce que vous voulez bien me la rappeler, du coup? Je l'ai oublié aussi. Ou Brigitte, Oui, Christine, en fait, donc la deuxième partie de la question. Quelles sont les huiles essentielles à proscrire en diffusion, en fait? Alors, Vous je n'ai pas m'entendez? eu la question. Est-ce que vous pourriez répéter? Ça a coupé un petit peu. Ah, ok. Un petit peu, Euh, oui. Dites-moi. Quelles sont les huiles essentielles à proscrire quand on a un animal de compagnie en diffusion? Oui, voilà. Donc, bon, je vais répondre. Il est difficile de répondre précisément à cette question. Tout dépend de l'animal, tout dépend de l'huile. Mais voilà, je vous ai illustré deux exemples ici avec le chat et le cheval, par exemple. Euh, il- mais certaines huiles essentielles, oui, peuvent être utilisées aussi par voie olfactive ou en inhalation, éventuellement, oui, pour soigner. Il faudrait voir un peu plus précisément de quel animal il s'agit, mais je pense que vous retrouverez ces réponses dans notre guide Terre Vivante. Est-ce que Christine, vous auriez encore une question? Oui, alors pour revenir au mot de l'hiver, j'ai deux questions. Que penser Oui. vous savez, des roll-on qui sont tout prêts? Par exemple, il y a du spécial hiver avec des mélanges tout faits. Donc, que penser de ces roll-on par rapport à l'utilisation d'une huile plus ciblée, d'une part? Et d'autre part, vous avez parlé donc de différentes huiles essentielles pour l'hiver. Donc, quelqu'un demande quel est le dosage que vous recommanderiez pour citron, Ravinsara, eucalyptus? Voilà, ce sont Fabienne et Corinne qui posent ces deux questions. Alors, les roll-on, oui, bien sûr, les roll-on sont des, comment dire, des produits qui permettent le bon usage des huiles essentielles, notamment pour les pathologies hivernales, si on souhaite décongestionner, assainir les voies respiratoires, voire détruire des germes. Généralement, on considère qu'un mélange type niaouli, eucalyptus radié, citron, ravinsara à 20% est déjà un mélange efficace si vous avez des huiles essentielles de qualité que l'on peut appliquer sur les voies respiratoires pour cette indication. Voilà, après, ce qu'il faut voir, c'est la qualité de l'huile essentielle, donc la teneur en molécules actives qu'elle renferme. Et puis le dosage, le choix des huiles. Mais voilà, je vous ai donné un petit exemple avec des huiles classiques de l'hiver, le ravinsara, le citron, pourquoi pas le niaouli et l'eucalyptus radié, généralement dilué à 20% dans un mélange, dans une huile végétale, par exemple une huile sèche comme le noyau d'abricot ou une huile un peu plus anti-infectieuse comme la nigelle, par exemple, sont des produits qui sont, à mon avis, très intéressants et qui doivent être utilisés à juste titre et à la bonne dose. Je crois qu'on va arriver au terme de cet échange. En conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire? Quel message vous auriez envie de faire passer? Je vais sans doute vous citer une phrase du docteur Jean Vanet qui disait la nature reste encore et sans doute pour longtemps le plus perfectionné de tous les grands laboratoires du monde. Voilà, j'ai juste envie de remercier la nature qui nous offre ces trésors aromatiques que l'on utilise pour se soigner, mais aussi pour se relaxer, pour se détendre. Et je souhaite aujourd'hui que l'aromathérapie et l'olfactothérapie soient des outils de plus en plus utilisés chez les patients comme à l'hôpital pour un avenir plus beau et plus sain.